Je vous propose qu'on commence de suite à lire le procès, j'allais dire de Mazan, pas du tout. On va commencer à reprendre le procès de Cédric Jubilard. On est au 3e jour. Nous sommes mercredi 24 septembre et on retourne à Albi avec Juliette Compion, qu'on remercie d'être repartie sur place et de nous retranscrire tout ça. Un maximum de GG, un maximum de cœur pour Juliette Compion. De toute façon, vous avez toujours la source dans la description de la vidéo YouTube. C'est parti. Au programme aujourd'hui, des gendarmes qui étaient prévus hier, quelques témoins et le directeur d'enquête qui passera sans doute cet après-midi. On entend le premier des 3 témoins attendus aujourd'hui, qui est Olivier L., 66 ans, chauffeur de taxi, qui a affirmé aux gendarmes, le 24 décembre 2020, avoir vu une silhouette en doudoune beige le matin du 16 décembre, donc le matin après qu'elle ait disparu, et qui marchait le long de la route. Il dit avoir croisé cette silhouette à environ 5 heures de marche de Cagnac-les-Mines. Attends, mais 5 heures de marche ? C'est quoi le lien ? La défense note que les gendarmes ont rapidement considéré comme improbable l'hypothèse que cette silhouette puisse être Delphine Jubilard. Ah ouais, donc ils pensaient que la silhouette qui marchait à 5 heures de marche de chez elle, c'était Delphine. Ouais, c'est un peu gros, quoi. C'est un peu gros. La défense note que les gendarmes ont rapidement considéré comme improbable l'hypothèse que cette silhouette... donc ça j'ai lu, que ce soit Delphine. On entend le deuxième témoin, Jérôme V, qui affirme avoir vu... Alors attendez, 2 secondes, je fais juste ça, hop, tac, et je reprends. On entend le deuxième témoin, Jérôme V, qui affirme avoir vu une voiture allumée à l'intérieur le matin du 16 décembre, j'arrête pas de dire septembre parce qu'on est en septembre, alors qu'il allait au travail entre 5h et 5h30. Je suis formel. C'était une Peugeot 207, type 207 308, dit-il à la cour, interrogé par la présidente. L'intérieur était allumé. Il assure également avoir vu un individu traverser en direction du véhicule. Un peu beaucoup là quand même. En 20 ans sur ce chemin, il dit avoir croisé maximum 10 voitures sur cette route. Alexandre Martin, avocat de la défense, estime que l'horaire de passage du témoin se situe entre 5h et 5h15. Il s'agit selon lui d'une donnée fiable sur l'horaire. Or, souligne-t-il, Cédric Jubilard était avec les gendarmes à ce moment-là. Ok, donc ça le dédouane, mais vous avez compris. Vous voyez une scène qui vous surprend parce que vous n'avez pas l'habitude de croiser qui que ce soit à cet horaire, souligne l'avocat, d'autant qu'on était en période de couvre-feu. Vous trouvez normal qu'à 48 heures de la disparition de Delphine Jubilard, vous appelez la gendarmerie et vous dites « J'ai vu un type courir comme un dératé, une voiture allumée, et que pendant 15 jours, vous ne soyez pas auditionné ?» lui demande Emmanuel Franck. Donc ça, c'est l'avocate de Cédric. « Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire, dit le témoin. L'avocat général rappelle qu'après avoir auditionné le témoin, les gendarmes sont immédiatement allés faire des vérifications. On entend maintenant la 3e témoin, Déborah D, qui a, elle, aussi vu une voiture allumée, garée au même niveau que le témoin précédent. Elle en avait justement discuté avec lui en arrivant au travail, mais elle n'a pas croisé d'individu à proximité. La jeune femme dit ne pas comprendre pourquoi elle est convoquée aujourd'hui à l'audience. La présidente lui explique que son témoignage a été jugé utile pour la manifestation de la vérité. La défense l'interroge, lui fait redire que la lumière de la voiture venait bien du plafonnier. Le passage des témoins est terminé pour aujourd'hui. On entend maintenant la gendarme, Sophie L., qui dépose en uniforme comme ses prédécesseurs hier. Elle était directrice des opérations les 7 premiers jours de l'enquête, ouverte pour disparition inquiétante. Au tout début de l'enquête, une des gendarmes contacte... D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe en France, pardon, je m'arrête vite fait, mais comment ça se passe en France là, quand quelqu'un disparaît ? Enfin, je veux dire, si moi, demain, j'ai envie de partir en week-end et que je préviens personne et que je me casse, comment ils déterminent, à partir de quel moment ils déterminent que c'est inquiétant ? Parce que là, ils ont directement été alertés. Le fait qu'elle prenne son... après, ouais, le fait de ne pas prendre ses papiers et tout, ça peut être gros, mais... puis pas zut, j'ai loupé le début du live. Ne t'inquiète pas, nous venons de commencer. Puis on n'a pas dit que Delphine était partie sans ses affaires en pyjama, 5 heures de marche sans avoir de quoi s'habiller en plein hiver, c'est improbable. C'est vrai. C'est vrai. Elle avait même pas son sac. Et puis même, pourquoi marcher ? Pourquoi marcher pendant 5 heures alors que t'as une voiture ? Ça n'a pas de sens. Je vois pas. C'est clair, Laurie, sa doudoune était sur le porte-manteau. Ok. Si t'es majeur, on entend 72 heures. Mais là, ils n'ont pas attendu 72 heures. Ils ont directement commencé à farfouiller pour disparition inquiétante. Donc, je sais pas comment...
On ne cherche pas sauf si... Ouais, mais comment la disparition inquiétante, elle est déterminée, en fait? Sinon, t'as le droit de disparaître quand même. J'ai quand même le droit de me casser, de partir et de dire, bon, allez tous se faire foutre, moi j'y vais. Alors, en gros, ils disent, les gendarmes, qu'il faut attendre 48 heures, mais il n'y a aucun texte écrit à ce sujet. D'accord, ok, donc il n'y a rien. Ok, c'est une fausse règle pour gagner ou plutôt perdre du temps. Comment cet âne aurait-il pu réussir le crime parfait? Je ne sais, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je dis, tout s'est joué dans la manière dont le corps a été caché. Tout s'est joué là-dedans. Et apparemment, à Cagnac-les-Mines, il y a des mines. Donc, je pense que quelqu'un qui est de la région pourrait être plus à même à cacher un corps. En vrai, tu peux disparaître de France et être laissé pour disparu. Là, ils n'ont pas attendu 72 heures parce qu'il y avait des preuves qu'elle n'avait pas disparu de son plein gré. Comme vous l'avez dit, elle n'avait pas ses papiers ni son menton. D'accord, ok. Donc, ouais, il s'appuie. Mais il n'y a pas de règle en France, je ne savais pas. Ok, je ne savais pas. Très bien, continuons. Du coup, au tout début de l'enquête, une des gendarmes contacte la meilleure amie de Delphine Jubilard qui dépeint une relation tendue au sein du couple à cause de la séparation en cours. Elle décrit Cédric Jubilard comme possessif et colérique. La gendarme souligne que Delphine Jubilard aimait profondément ses enfants, avait acheté des cadeaux de Noël, avait des projets à très court terme comme un café avec ses amis le 16 décembre. Ah ok, donc la nuit où elle a disparu, le jour d'après, elle était censée voir ses copines pour boire un café. Elle avait aussi demandé à travailler les 23 et 24 décembre pour être avec ses enfants le 25 décembre, souligne la gendarme. Autant d'éléments qui rendaient son absence soudaine totalement incompréhensible et extrêmement inquiétante. Observe là-bas. Ok. Donc ouais, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Moi, demain, je disparais, je dis rien à personne, mais j'ai rien de prévu. Ok. En France, lorsqu'une personne majeure qui fait partie de votre entourage disparaît, une enquête peut être ouverte par la police ou la gendarmerie. Pour ce faire, la disparition doit être considérée comme inquiétante. Toutefois, une fois retrouvée, la personne est libre d'entrer en contact ou non avec ses proches. D'accord, ok. Donc si la police retrouve... Mais là, par exemple, imaginons ils la retrouvent. Ils vont nous le dire, non? Puisque le procès, là, il a été médiatisé, etc. J'avoue que même Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas réussi à cacher les corps alors qu'il était clairement plus intelligent. Voilà. Il y a des corps qu'on ne retrouve jamais. La petite Fiona, la mère et le beau-père ont avoué, mais jamais retrouvé, pauvre gosse. C'est vrai. Franchement, mais même, je vais être cru et horrible, mais même dissoudre un corps, c'est possible. Ou le donner à manger, je ne sais plus ce que vous disiez hier, à quel animal, je crois les cochons. Tu peux faire disparaître un corps en soi. Et si tu laisses passer assez de temps, il n'y a plus d'ADN, il n'y a plus de traces, c'est introuvable. Il n'existe pas de définition précise de la disparition inquiétante. Néanmoins, le caractère inquiétant de la disparition peut découler des indices suivants. Départ sans affaires personnelles, vulnérabilité de la personne du fait de son âge, d'une maladie, ah oui aussi, ça c'est vrai, de son placement sous tutelle ou curatelle ou d'un handicap, découverte d'un courrier suicidaire ou de menaces, suspicion de radicalisation. Voilà ce qui est dit sur le site de l'État français. Cristal, je te remercie pour tous ces détails, comme ça tout le monde les a. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes adorable sur YouTube. Et sur YouTube, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de booster, mais que sur vos téléphones, de booster les vidéos. Je vais vous le dire à chaque fois, comme ça vous y pensez. Mais vous pouvez booster les vidéos comme ça. En fait, pour les personnes qui sont des petits créateurs, créatrices, vous pouvez mettre un peu leur vidéo un peu plus haut dans l'algorithme. Donc voilà, n'oubliez pas de booster la vidéo. Pas sur le live évidemment, mais sur la vidéo que je vais monter et que je vais vous poster incessamment sous peu, c'est-à-dire à 5h du matin demain. Allez, on continue. Du coup, donc, dès le... Merci beaucoup pour le super chat, hyper lucide, merci beaucoup. Tu me dis bravo en plus, vous êtes adorable sur YouTube, vraiment. Merci beaucoup. Dès le 16 décembre, Sophie, elle, si on commence à s'arrêter là, en plus, des fois sur YouTube, enfin, ceux qui sont pas du live, mais ceux qui sont plus de la rediff d'après, ils râlent un peu, parce que c'est long, tu parles trop. Bon, vous êtes là pour que je parle, hein, mais j'essaie de faire un petit effort, les amis. Dès le 16 décembre, Sophie, elle estime qu'elle est en présence de 2 critères qui décident de l'orientation à donner à une enquête, la gravité et la complexité. En tant que directrice des opérations, c'est elle qui avait la charge d'assurer la conduite opérationnelle des recherches. Elle détaille avec précision les moyens humains considérables qui ont été mis en place pour tenter de retrouver la disparue. Sophie, elle, explique avoir engagé la moitié des effectifs de sa compagnie, renforcés par les gendarmes de
Gaillac et de Castres, et l'appui de plus de 170 réservistes opérationnels. Dès le 16 décembre, les gendarmes procèdent à une vaste enquête de voisinage à Cagnac-les-Mines et autour de l'ancien domicile du couple Jubilard, relate-t-elle. Nous avons fait du porte-à-porte sur tous les quartiers dans la zone, explique-t-elle, avec l'ordre de fouiller les poubelles. Pas moins de 16 officiers de police judiciaire ont été mobilisés pour effectuer des recherches dans une vaste zone quadrillée autour du domicile du couple. Franchement, ils ont été tellement efficaces. Si on peut saluer pour une fois le travail de la police et de la gendarmerie, des réservistes, de tout le monde là, franchement, c'est rare autant d'efficacité. Enfin, c'est rare. Vous m'avez compris. En tout cas, là, on note qu'ils ont été extrêmement efficaces et on les en remercie de faire leur travail. On continue. C'est à ça que servent normalement la police, les forces de l'ordre. Hein, protéger les citoyens, les aider, les soutenir. On va saluer, allez. Ah, ça salue sur YouTube, c'est très bien. On salue que là, hein. Sinon c'est à cab, ok ? Allez, on continue. On continue. Nous avons fait du porte-à-porte sur tous les quartiers de la zone, explique-t-elle, avec l'ordre de fouiller les poubelles. Pas moins de 16 officiers de police judiciaire ont été mobilisés pour effectuer les recherches dans la zone quadrillée. Une battue de 1500 personnes, et ça aussi on peut le saluer les amis, 1500 personnes, qui a eu lieu le 23 décembre sur 15 zones de recherche. Cet effort de la population, vraiment bravo, montrait bien que le sort de Delphine Jubilard suscitait une mobilisation collective bien au-delà de la gendarmerie nationale. Franchement, GG l'équipe de Cagnac-les-Mines, parce qu'on en parlait hier en plus des battues et du fait que il n'y avait pas forcément beaucoup de monde des fois pour retrouver des gens, alors que ouais, c'est un vrai besoin, quoi. Bon, malheureusement, ça n'a pas été fructueux. Je sais pas si ça se dit, oui, je pense que ça se dit. Ça n'a pas été fructueux, mais en tout cas, quand je lis ça, ça me rassure, entre guillemets, parce que je me dis, tout a été fait pour essayer de la retrouver. Pour booster sur YouTube, il faut liker la vidéo, dans les commentaires, passer sur la gauche, et là, on peut booster. Ouais, en fait, il y a juste un... Je l'ai mis en story, en plus. Il y a juste un... Là, au lieu de... Il y a écrit « partager », nanani, nanana, et là, vous avez boosté, c'est une petite étoile. Ou alors, dans les commentaires, vous faites comme ça, et il y a écrit « booster ». Qui est en train de témoigner à la barre, j'ai pas suivi. C'est la directrice de l'enquête, celle qui a été la directrice de l'enquête les 7 premiers jours. Bonsoir Pipa, du 14 au 16. Cédric Jubilard s'est déplacé 17 fois au même endroit, pas de fouille. Ah bon ? On va voir s'ils en parlent. Putain, mais pourquoi ils ont pas fouillé à cet endroit-là ? C'est bizarre. On est étonné quand le travail d'enquête est bien fait. Je te jure, c'est exactement ça. Oh non, merde, attendez. Ah, c'est bon. Ok, donc une battue de 1500 personnes a eu lieu le 25 décembre. Des hélicoptères et un drone ont été mobilisés le 16, le 17 et le 18 décembre. Donc c'est les 3 jours qui ont suivi sa disparition. Franchement, c'est incroyable, hein. Des brigades nautiques locales appuyées, d'autres venues notamment de Marseille et Saint-Cyprien, ont plongé et contrôlé tous les points d'eau de Cagnac-les-Mines. Incroyable. Le 23 décembre, l'enquête pour disparition inquiétante est clôturée et le procureur ouvre une procédure pour enlèvement et séquestration. Très efficace. Je n'ai eu qu'un objectif, retrouver Madame Jubilard. J'y ai mis tous les moyens et je me suis assurée que l'enquête était menée au niveau approprié, conclut-elle. GG à cette directrice. Évidemment que c'est une femme. Of course. Laurent Boguet, avocat des parties civiles, lui demande pourquoi un dispositif de géolocalisation a été très vite placé sous l'une des voitures du couple. La défense estime que c'est la preuve que leur client était suspecté dès le départ et que l'enquête a été menée à charge. La gendarme donne une explication simple. Elle rappelle qu'à compter du 16 décembre 2020, au soir, Cédric Jubilard n'était plus présent à son domicile puisqu'il est parti habiter chez sa mère et ses enfants. Cette géolocalisation me permet donc de savoir si Madame Jubilard revient. Monsieur Jubilard ne peut pas conduire puisqu'il n'a pas le permis, déroule-t-elle d'entrée. Cédric Jubilard s'était en effet vu retirer son permis quelque temps avant, mais il lui est arrivé de conduire sans. Pauline Rongier lui fait préciser un point à ce moment. La gendarme n'a pas l'information des voisins selon laquelle la voiture du couple avait changé de sens de stationnement pendant la nuit et confirme que sa piste privilégiée est celle de la disparition volontaire après une pause d'audience. On entend à présent Jérôme G, qui était directeur opérationnel de l'enquête à partir de janvier 2021, donc le mois après, une fois l'enquête pour enlèvement et séquestration ouverte.
c'est vrai qu'on n'a jamais vu personne rouler sans permis. Bon, les amis. Je viens de finir une conversation avec mon frérot qui bosse dans les contrôles et analyses d'eau potable, justement. Et tu as raison, en partie, il confirme que dès que l'eau dépasse 25 degrés, il ne faut pas la considérer comme potable. Ok, donc tu es encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, ce sont des normes sanitaires établies pour éviter le maximum les emmerdes. Il me dit aussi qu'il y a certains jours des cas relevés de légionellose, notamment chez les enfants qui ont, je suppose, consommé de l'eau trop chaude. Donc, petite prévention en plein milieu de la vidéo, ne buvez pas de l'eau qui est à plus de 25 degrés. Mais donc, ça veut dire que même quand on veut faire chauffer des pâtes, vaut mieux mettre de l'eau froide dans la casserole que de l'eau chaude. Ça, par contre, je le savais. Mais je sais pas pourquoi je le faisais instinctivement, en fait. Ou peut-être parce qu'on me l'avait dit, j'ai oublié. Je sais pas. Allez, on continue. Du coup, après une pause d'audience, donc c'est Jérôme G, donc, qui est le nouveau directeur qui a fait l'enquête pour enlèvement et séquestration qui est à la barre. Le gendarme explique que plusieurs pistes ont été étudiées. Le départ volontaire, le suicide, l'intervention d'un tiers, le rôdeur, l'amant, le mari. Sa disparition s'est avérée très rapidement inquiétante car elle a disparu sans ses effets personnels, seul son portable manquait. Il note que Delphine Jubilard a par ailleurs disparu sans ses lunettes retrouvées cassées au domicile du couple, alors que sa déficience visuelle ne lui permettait pas de se déplacer sans sa correction. Le temps passe, aucune preuve de vie n'est apportée à notre connaissance au fil des mois qui s'écoulent. Il revient sur les différents épisodes de fouilles diligentées pour tenter de retrouver je ne sais pas ce que ça fait, mais en tout cas, merci pour le cheers. Merci pour les cheers. On continue. Pipa ne connaît pas la légionellose. Pas du tout. Franchement, je n'ai jamais été confrontée à ce mot. L'eau des pâtes va bouillir, donc ça va, mais pas de thé au micro-ondes, par exemple. Je n'ai pas de micro-ondes, je l'ai jeté depuis qu'il s'est activé tout seul et que j'avais peur qu'il foute le feu chez moi. En vrai, le Covid a rendu tout le monde. Il y en a qui ont trouvé des vocations de criminels. Ah, c'est vrai que tout ça, c'est pas ça pendant le Covid. Allez, on continue. Donc, il revient sur les différents épisodes de fouilles diligentées pour tenter de retrouver le corps de la disparue. Le 31e régiment du génie de Castel-Sarrazin, spécialisé... Putain, c'est vraiment... C'est des villes du Sud, pas loin de chez moi, quand. Spécialisé dans la recherche d'objets enfouis, a notamment été mobilisé. Ces fouilles ont été orientées par les déclarations de Cédric Jubilard à son codétenu et à son ex-compagne. Ils ont notamment axé leurs recherches autour d'une ferme dans le hameau de Drignac à Cagnac-les-Mines. L'accusé avait évoqué un lieu à proximité d'une ferme ayant brûlé. Pauline Rongier, en plus là, ça a brûlé. Pauline Rongier, côté partie civile, lui demande si les gendarmes ont tenté de localiser d'autres fermes qui ont brûlé dans la région. Il affirme que les enquêteurs ont cherché mais n'en ont pas trouvé. Côté défense, Emmanuel Franck lui demande ce qui, en termes d'éléments objectifs, a permis aux gendarmes de basculer du chef d'enlèvement et séquestration à des faits de meurtre 6 mois après le début des recherches. Le gendarme ne souhaite pas l'expliquer, mais précise « C'est quelque chose qui n'est pas de ma décision », renvoyant au directeur d'enquête qui sera entendu cet après-midi. L'avocate aborde la question des lunettes retrouvées cassées et demande si Delphine Jubilard portait parfois des lentilles. Le gendarme confirme mais précise seulement en journée et un témoin a rapporté qu'elle portait ses lunettes le soir des faits. D'ailleurs, son fils lui-même avait dit que quand il regardait la télé, elle avait ses lunettes sur le nez, quoi. Emmanuel Franck déroule longuement l'ensemble des moyens mobilisés pour tenter de retrouver la victime, affirmant que l'enquête a coûté un demi-million d'euros. Et malgré tous ces moyens, vous n'avez rien trouvé, observe-t-elle en conclusion. C'est juste Quoi ? Bon, j'ai dit qu'ils étaient efficaces, mais effectivement, pour être efficace, il faut de l'argent. Ils ont dépensé un demi-million pour essayer de la retrouver. Le micro-ondes de Pipa se met en marche tout seul, jeu d'horreur, je vous jure. Et en plus, quand il me l'a fait, c'était en pleine journée, donc je l'ai débranché. Après, je me suis dit, je vais pas prendre le risque, c'est fini. Le risque. J'ai dit le risque. Légionellose, maladie des climatiseurs. J'adore parce qu'il y a 2 débats parallèles dans cette vidéo, c'est génial. Merci, je savais pas. Risque. Là, on continue. Non, un demi-million, ça vous choque pas ?
Non, il y a que moi que ça choque. Bon, après, c'est très bien. C'est de l'argent public. Là, tout à l'heure, on parlait du manque de moyens dans les hôpitaux, etc. Je trouve que c'est de l'argent public, bien dépensé, bien qu'elle n'ait pas été retrouvée. Au moins, on dépense de l'argent pour retrouver quelqu'un qui a disparu. Et ça, c'est très bien. On continue. Du coup, et malgré tous ces moyens, vous n'avez rien trouvé. C'est juste, dit le gendarme. Mais il ajoute, dès le premier jour, la presse était omniprésente. Les faits ont été relayés dans plusieurs pays européens, comme le visage de Madame Jubilard. Il n'y a jamais eu de signe de vie porté à notre connaissance, et ça fait 5 ans. Le gendarme souligne à plusieurs reprises le passé minier récent de Cagnac-les-Mines, où il y a malheureusement des zones qui ne seront peut-être jamais reconnues et qui pourraient servir à la dissimulation du corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a des mines, il y a des endroits qui ne peuvent pas forcément explorer. Peut-être c'est trop dangereux. Du coup, quelqu'un qui a grandi, qui est né, qui a grandi là-bas, il connaît peut-être des endroits où, oui, tu peux cacher un corps. En tout cas, même lui, il le dit, quoi. Il y a des endroits où tu peux dissimuler un corps et personne n'ira les chercher. C'est énorme, cette somme. C'est vrai que c'est énorme. Mais après, je suis en train de penser, hélicoptères, les drones, les machins, mobiliser aussi le salaire de tous les gendarmes qui viennent d'ailleurs, etc. Forcément, ça fait des sous, hein. Ça me semble pas déconner au vu de tous les gens qu'il faut payer. Voilà, c'est ça en fait, toutes les personnes et même les moyens mis en place, etc. C'est bon, voilà. Mais voilà, ça c'est de l'argent bien dépensé, enfin bien dépensé. Au moins, on n'a pas de regrets entre guillemets. On sait qu'on a tout cherché. Et encore, franchement, là le problème c'est que comme on le dit là, Cagnac-les-Mines, il y a des mines et malheureusement ils pouvaient pas tout chercher quoi. Et effectivement, à la place du tueur, j'aurais choisi un endroit impossible à déceler, quoi. Avec tout ce qu'ils ont fait, les analyses, je dis ça coûte hyper cher. Débat sur les bénéfices des labos en passant, c'est vrai ça. Parce que les labos, du coup, ils se font un bénéfice sur une enquête qui est menée par une institution publique, entre guillemets, quoi. Il y a un débat, il y a quelque chose. J'aime bien vous re-questionnez tout, hein. Oui, je vous adore. Il faut trouver la faille psychologique de Monsieur Jubilard et il craquera. Écoute, Martial, si ces enfants ne sont pas une faille psychologique, je ne vois pas qui ou quoi pourrait l'être. Vraiment pas. Vraiment pas. Quoique là, je me dis, comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup le show, les caméras, se montrer, etc., est-ce que ne plus parler de lui, ça le rendrait fou? Il dirait attendez, attendez, c'est moi. C'est le seul truc que je me dis, peut-être ça pourrait marcher, quoi. Il va péter un plomb quand l'amant va parler, je pense. Ah, tiens, Amandine, t'as pas tort, hein. Tu as pas tort, j'avais pas pensé à ça, con. Allez, on continue, les amis. Du coup, donc, servir à la dissimulation du corps. Alexandre Martin, l'autre avocat de la défense, demande si les jardins des voisins et des habitants aux alentours ont été fouillés. Le gendarme répond par la négative. L'avocat relève que si les fouilles ne peuvent pas avoir lieu dans certains endroits miniers, car trop dangereux pour les gendarmes, on peut supposer que celui qui va y placer un corps serait aussi en danger. Après, si tu viens de tuer quelqu'un, bon, tu peux prendre un petit risque pour dissimuler le corps et être tranquille toute ta vie, quoi, et réaliser le crime parfait. Je ne sais pas comment la personne a procédé, mais on peut faire glisser un corps sous une crevasse à plusieurs dizaines de mètres en profondeur, c'est horrible, et il serait impossible de le retrouver, relève le gendarme. Alexandre Martin note que les crevasses ont toutes été sondées. Vous avez fait ce qu'il fallait, souligne-t-il. Il réitère la question de sa consoeur d'une autre manière. Qu'est-ce qui vous permet objectivement de dire que Delphine est décédée dans la nuit du 15 au 16 ? Le gendarme renvoie à la décision des magistrats instructeurs qui ont qualifié les infractions de meurtre. On est capable de nous indiquer qu'on a la démonstration qu'elle est décédée cette nuit-là, et quels éléments avez-vous, à part le temps qui passe et l'absence de preuves de vie, lance l'avocat de la défense. Le directeur d'enquête sera en mesure d'étayer tous les éléments. Qu'il jette la balle au directeur d'enquête qu'on entendra dans l'après-midi, du coup. La présidente donne ensuite la parole à Cédric Jubilard pour qu'il réagisse aux propos des derniers jours à l'audience, notamment celle de l'administratrice ad hoc qui représente les intérêts de ses 2 enfants. Ils attendent des réponses de leur papa, a-t-elle déclaré hier, comme je le relate dans ce compte-rendu, auquel je vous mettrai aussi le lien, c'est un lien France Info. Je ne comprends pas la position... Pardon, attendez, je recommence. Je ne comprends pas la position qu'elle a me concernant, sachant que je n'ai pas tué Delphine. C'est Cédric qui parle. Le fait qu'elle me regarde droit dans les yeux et que mon fils veuille des réponses sur sa mère, alors que je ne peux pas lui en apporter, je me sens discriminée, dénonce-t-il.
Ok, la réaction me va pas. Là, la réaction me va pas. Cédric, il n'y a rien qui va. À chaque fois que tu ouvres la bouche, ça va pas. Tu te sens discriminé. Tu peux te sentir discriminé parce que il y a une certaine... voilà, on te pointe comme le coupable et que peut-être tu ne l'es pas. C'est une chose. Mais le fait que cette dame qui représente tes enfants qui demandent où est maman, tu te dis ben non, je peux pas apporter cette réponse et je me sens discriminée, je me victimise. Sans même venir rejoindre tes enfants dans ce flou, dans ce questionnement de où est maman et où est ma femme pour toi. À aucun moment, il vient dire je suis attristé et je suis dans le même état que mon enfant qui demande où est maman. Moi aussi, je cherche ma femme. Moi aussi, je me demande où elle est. Et le questionnement de où est maman, il est légitime. Si ton fils, qui a perdu sa maman, qui a disparu sans aucune explication, ne demande pas où est sa maman, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas le droit de remettre en question cette question. Où est ma maman? Que ton fils la pose, ça fait pas que ça te discrimine. Ça fait que ton fils juste se pose la question et c'est normal et c'est légitime. Peut-être que tu te sens discriminé parce que tu es innocent. Ça, c'est une chose. Mais tu peux pas remettre en question ça. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ne cherche pas, il a été bien coaché. Oh, putain, j'ai l'écran qui s'est éteint. Par ses avocats, c'est tout. Il est là pour se poser en victime. Mais je veux bien qu'il se victimise sur la procédure qu'il subit actuellement s'il est innocent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas, sur cette question de ton fils, te sentir discriminé. Tu devrais dire, moi aussi, mon fils, j'aimerais savoir elle est où ta maman. Et je suis attristée et je suis à terre même. C'est même pas t'es attristée, je suis à terre. Mon cœur est brisé. Mon corps n'en peut plus de savoir que mon fils se pose cette question. À aucun moment. C'est lui, c'est d'une évidence, faut l'avouer. Faut lui envoyer une femme qui va le faire avouer, il l'a déjà fait une fois. Il va pas cracher le morceau 5 ans après. Les amis, il a zéro compassion. Je ne comprends pas. On parle de ton enfant. Putain, mais franchement, c'est fou. C'est fou. Qu'ils disent oui, je n'ai pas d'éléments de réponse à donner parce que même moi, je suis dans le même flou. Je sais pas, brode quelque chose. Il sait pas parler, il connaît pas le sens des phrases qu'il emploie. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il dit parce que ça veut dire un psychopathe et je sais pas moi de le déterminer. Et si elle était émurée dans la maison, il faut pas oublier dans l'affaire Ligonès, ce n'est qu'au bout de la 5e visite dans la maison qu'ils ont retrouvé les corps. Possible. Je sais pas s'ils ont fait les recherches. Ta grâce et ton élégance sont vraiment exceptionnelles. Alors que je suis en train de me vénère. Ta beauté intérieure se reflète parfaitement. Putain, merci beaucoup. Mais je suis en train de me vénère là, les amis. Vous me draguerez plus tard, s'il vous plaît. Franchement, mais je trouve ça dingue. Je suis désolée, on s'arrête un petit peu sur sa réflexion, mais enfin, en plus, moi, hier, franchement, j'avais les larmes aux yeux. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. À chaque fois que ces enfants disaient quelque chose. C'est pas mes enfants, c'est pas mes gosses, je les ai jamais vus, je les verrai peut-être jamais. Mais cette situation m'attriste. Et tu ne peux pas, toi, venir et dire ce genre de choses. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ou alors, t'es un sociopathe, t'es psychopathe, tu n'as pas d'émotion, tu ne ressens rien. Et alors, pourquoi t'as voulu faire des enfants dans ce cas-là? Laisse-les tranquilles. Ils ont ça en commun, c'est toujours eux les victimes, c'est une folie. J'espère que ce petit et sa sœur auront des bons psys pour ne pas être dupes de cette inversion des rôles de leur père. Exactement. Mais comme, de toute façon, ça puait du cul. Rien qu'hier, quand ils disaient « Ah, mais je l'ai réécrit, mais c'est eux qui me répondent pas. » En mode de culpabilisation. Pas « Je leur ai écrit et je continuerai de leur écrire, peu importe qu'ils me répondent ou pas. Je comprends leur peine, je comprends leur désarroi, je comprends qu'ils soient perdus. Je comprends et je continuerai à leur écrire parce que ce sont mes enfants, je les aime et je ne les abandonnerai jamais. » Voilà. Même moi, je suis pas parent. Regarde la phrase que je t'ai pondue. Alors que frère, si j'ai des gosses, je donne pas cher de leur peau. Moi, je veux. Laissez-moi boire, s'il vous plaît. C'est plus possible.
Il n'y a aucun rapport avec la discrimination. En gros, ils se sentent discriminés parce que c'est lui qui est pointé du doigt comme celui qui sait où est Delphine. Et comme il est innocent pour lui, qui ne reconnaîtra pas sa culpabilité, forcément, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit ça? Mais déjà, frérot, on est là aujourd'hui pour déterminer si tu es coupable ou non. Donc tu vas pas, à chaque fois qu'on dit « est-ce que tu as fait ça ?» dire « ah, mais c'est une discrimination », tu vas pas faire ça à chaque fois. On est là pour le déterminer. Mais dans tous les cas, il parle d'une question que son fils a posée. Moi, je trouve ça fou. Zéro intelligence émotionnelle, exactement. L'expertise psy, c'était aujourd'hui... hier, il y avait l'enquêtrice de personnalité, mais l'expertise psy, c'est pas encore passé. Si son enfant ne l'a pas fait craquer, il craquera plus. Bah, il vient de dire, franchement, frérot, mon fiston, arrête de poser des questions, s'il te plaît, parce que ça me discrimine, là. Ça puait du cul. Non, mais bon, vous me connaissez maintenant. Tu crois qu'il sait ce qu'il dit? J'ai pas l'impression, en tout cas, il me renvoie pas cette image. Pour moi, il est vraiment bête, malheureusement, il pense qu'à sa gueule. J'ai l'impression aussi. Franchement, ouais. Il est plaquiste, il peut murer dans 2 plaques de plaques. C'est vrai que oui, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est un pervers narcissique, probablement. Franchement, j'ai pas envie de le diagnostiquer. J'ai pas les compétences pour, mais franchement, ça pue du cul du PN. Hein. On dirait le type, il a plus d'âme carrément. Franchement, c'est ça. La maison a été sondée, je crois. Ah, ok, j'avais pas l'info. J'avais pas l'info. Peut-être qu'ils en parleront après, je sais pas, j'avais pas vu l'info. Mais je pense quand même que depuis Xavier Dupont de Ligonnès, quand quelqu'un disparaît, on commence à faire des IRM dans les murs. Hein. Allez, on continue. L'accusé de 38 ans, vêtu d'un pull gris sur une chemise bleue, assure ne pas comprendre pourquoi son fils Louis, 11 ans, est en colère contre lui. C'est le moment où on va twerker, les amis, pour un peu libérer nos énergies. Ah, Louis. Ta colère n'est pas légitime, Louis. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Mettez un maximum de twerkza. Je sais plus comment ils s'appellent, les mots. Ouais, c'est Pipa twerkza. Pipa qui twerk. Je le déteste. Franchement, c'est très difficile d'aimer Cédric, là. C'est très, très difficile. Même tes enfants, ils vont avoir du mal, frérot. Comment tu comprends pas la colère de ton fils qui a perdu sa maman? Allô? S'il est pas en colère, il doit être quoi? Joyeux? Dis-nous. Et ça twerk sur le chat, c'est très bien. Il est pervers et assez rusé quand même. Je sais pas si c'est de la ruse ou de la malice ou du vice ou je sais pas, mais franchement. On continue, on va passer à la deuxième partie de l'audience. L'audience reprend. Je souffle. Franchement, même moi, je souffle. Là, je souffle dans vos oreilles, je suis désolée. Je grogne même dans vos oreilles. On a passé un stade au-dessus du soufflage. On est en train de grogner. Oh mon Dieu. Allez, l'audience reprend. Le major Bernard Lorvelec, directeur de l'enquête, est à la barre pour effectuer sa déposition. Il est très grand. Il s'exprime en uniforme, comme les autres gendarmes. J'aime bien il est très grand. Merci de la précision, je le vois comme un mec de 2 mètres là. Comme les autres gendarmes qui ont témoigné avant lui et précise avoir 31 ans de service à la gendarmerie nationale. Donc c'est pas n'importe qui le cogne, Bernard. Allez, dis-nous tout. Il déroule les premiers jours d'enquête en lisant ses notes. Le premier renseignement porte à croire que Delphine Jubilard ne serait jamais partie seule comme ça sur un coup de tête, déclare-t-il à la barre. Il raconte que les gendarmes ont vérifié plusieurs domiciles de proches, notamment des amis de la disparue. Il est important de vérifier qu'elle n'est pas cachée quelque part. L'hypothèse d'un départ volontaire est mise à mal par plusieurs éléments, notamment le fait qu'elle parte sans sa voiture, sans sa carte bleue, sans ses lunettes. En janvier 2021, alors qu'une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration, nous devons répondre à une question. Comment Madame Jubilard a pu partir sans laisser de traces? Cagnac-les-Mines est un village rural traversé par la D90. Sur la droite, un axe routier très passant qui rejoint Toulouse, détaille-t-il, aidé d'une carte projetée dans la salle d'audience. La maison est entourée de beaucoup d'espaces forestiers, souligne le gendarme. Il projette des photos de l'intérieur de la maison. Je vous fais remarquer la présence de la couette sans housse de couette sur le lit, dit-il, référence au fait que Cédric Jubilard avait lavé la dite housse de couette la nuit de la disparition de son épouse, geste qui est complètement what the fuck.
à part si c'est Brie Van de Camp qui, pendant que son mari Rex fait une crise cardiaque, range son lit correctement au carré. Mais je ne pense pas que Cédric Van de Camp, ce soit Cédric Van de Camp, étant donné qu'il foutait rien à la baraque. Bon. Allez, on continue. Des photos de l'extérieur de la maison sont projetées. Un certain désordre règne dans le jardin. Et en fait, moi, c'est ça qui me tue. Même si vous voulez dire, non, mais je voulais faire un peu d'ordre, les gendarmes arrivent et tout, c'est un peu la chouma. Non, frérot. Pourquoi tu fais que la couette, hein? Qu'est-ce que tu... Hein? Voilà. Des photos de l'extérieur de la maison sont projetées, donc il y a un désordre. On y voit une pile de bois, des poubelles, des parpaings, un trampoline, une échelle, des jouets, et surtout, les fameuses briques rouges encore apparentes du mur extérieur. Je suppose qu'il devait faire la peinture, et qu'il n'a pas fait. Le gendarme explique avoir fait analyser la couette, même si celle-ci a été préalablement nettoyée par Cédric Jubilard. 9 jours après la disparition de Delphine Jubilard, la maison a été placée sous scellé. Le 6 janvier 2021, une nouvelle perquisition a lieu avec des investigations très poussées. Les enquêteurs découvrent la branche manquante des lunettes cassées de la victime derrière le canapé. Delphine est inscrite au fichier des personnes disparues, le FPR. Son visage est dans tous les médias. Pour fuir, il faut pouvoir partir. Il faut une logistique, de l'argent. Delphine Jubilard ne répond à aucun de ces critères, tranche Bernard Lorvelec. Quant à la piste du suicide, elle est évacuée aussi. Delphine était lassée de sa vie de bidochon, comme elle a pu le dire. J'adore ce terme bidochon. Mais au moment de sa disparition, une toute nouvelle vie s'offrait à elle, car elle était très amoureuse de son amant. Il aborde la piste du rôdeur, mais précise qu'elle est évacuée notamment parce que les recherches au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAIS, ne donnaient rien. La plus grande difficulté dans ce dossier est qu'il n'y a aucun système de vidéosurveillance à Cagnac-les-Mines. Donc il n'y a pas de caméra là-bas, alors qu'il y a des caméras partout en France aujourd'hui. Après, c'est vrai que dans des petits villages reclus comme ça, évidemment, il n'y en a pas, quoi. Il se passe jamais rien. Même Stéphane Plaza n'aurait pas osé faire une machine, je te jure. On est traumatisé par Stéphane Plaza et ses machines à laver. Bernard Lorvelec explique pourquoi une sortie nocturne de Delphine Jubilard sans lumière est hautement improbable, et en plein confinement en plus. Ses collègues de travail disent qu'elle avait une peur terrible du noir. Elle ne voulait pas aller seule à sa voiture sur le parking de la clinique et ne voulait pas aller au sous-sol car il faisait trop noir. On soulignait ses collègues, donc ouais, c'est pas son comportement de faire ça, quoi. Le directeur d'enquête aborde un à un les cas des différents hommes qui ont été suspectés dans l'entourage de Delphine. Ils ont été placés sur écoute, des perquisitions sont réalisées, ils sont interrogés et leur alibi vérifié. Son amant est interrogé dès le 16 décembre, donc le jour même. Il nous explique qu'il a rencontré Delphine Jubilard par l'application Glinden. Je connais pas. La lecture des conversations Snapchat démontre un amour immense et des projets communs, détaille le gendarme. Dans ce même temps d'enquête, pendant que les autres hypothèses se referment, celle de Cédric Jubilard prend de l'ampleur. Dans toute la disparition inquiétante, la famille proche fait l'objet d'une surveillance particulière. Il en a été ainsi dans ce dossier, poursuit-il. Il retrace les difficultés du couple, notamment financières. Madame Jubilard supporte les 2/3 des dépenses du couple, y compris le crédit de la maison, souligne Bernard Lorvelec. Plusieurs saisies sur salaire sont effectuées sur le compte de Delphine Jubilard pour tiers détenteurs en raison de crédits à la consommation non réglés. Elle retire la procuration de son mari sur son compte fin 2020. Putain, il avait procuration sur son compte. Mais ne faites jamais ça, les filles. Mais quelle erreur. Vous pouvez faire un compte joint pour les dépenses communes. Hein. Gardez votre compte et il ne faut pas que l'autre y ait accès. Ça va pas ou quoi? Mais jamais vous faites ça. Jamais. Jamais. Même si vous voulez faire un compte joint, c'est très bien. Faites comme vous voulez, vous gérez vos finances. Mais gardez un compte, même y ponctionner dedans et tout. Donc évidemment qu'elle va retirer la procuration. C'est n'importe quoi. Mais ne faites jamais de procuration dans votre propre compte. Conjoint, voilà, et on n'en parle plus. C'est pour les gens mariés ou engagés. Mais peu importe, on peut avoir un conjoint. Je dis pas, chacun gère ses finances comme il veut. Hein. Mais c'est juste que conjoint, mais chacun son compte. Et chacun son compte, ça veut dire que l'autre, il n'a pas accès, il n'a pas procuration sur votre compte, parce qu'il peut faire tout et n'importe quoi. Surtout que lui, il ponctionnait même sur le compte des enfants. Donc il était complètement irresponsable. Enfin, même, vous avez le droit d'avoir vos sous et vaut mieux avoir une certaine indépendance financière. Gardez votre argent, gardez vos économies. Si vous voulez participer chacun aux charges et tout, vous faites un compte joint, c'est très bien. Mais ça, non. Ça, vraiment, je vous le dis, les filles, c'est red flag. C'est red flag. Si un homme ne veut pas que vous ayez une indépendance financière ou qu'il veut avoir une procuration ou la main mise sur vos sous à vous, c'est non.
Il volait sa carte bancaire. Mais voilà. Donc, non, mais déjà, mais il est complètement irresponsable dans tous les cas. C'est fou. C'est fou. Le 50-50, Cédric connaissait pas. Il connaissait le 30-70 et c'était lui le 30. Elle aurait eu rendez-vous avec sa banque 2 jours après sa disparition. Peut-être qu'elle voulait arrêter le conjoint aussi. De toute façon, dans tous les cas, ils se seraient séparés, il aurait perdu la maison, puisque c'est elle qui payait les traites. Donc oui. Le nombre de mecs qui se barrent du jour au lendemain après avoir vidé les comptes, protégez-vous. Bien sûr. Mec et meuf. Ça peut arriver dans les 2 cas. C'est pour ça, en fait, avoir un conjoint, c'est pas le truc le plus choquant du siècle. Mais ne pas avoir son propre compte où personne n'y a accès à part vous-même, moi, je trouve que c'est un red flag. Hein. Mon ex, il voulait que je lui fasse un tableau Excel de mes dépenses. Le génie du jour. D'où ça sort? Ne faites jamais ça. Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas. De mes dépenses. De mes dépenses. Même quand mon père il m'a fait un compte alors que j'avais même pas 18 ans, il regardait pas mes dépenses. Mon daron. J'étais mineur. Mais ça va pas ou quoi? Mais qui fait ça? Mais n'autorisez jamais. Jamais ça. Meuf, tu te rappelles de moi, on était au lycée ensemble. C'est Mélissa, je suis sûre qu'on se connaît. Oh my god, trop contente de tomber sur toi. T'es de Pau ou pas? Mélissa. Au lycée, donc oui, de Pau. Mélissa. Ah, attends, je sais pas, ça me dit rien. Mélissa. Écris-moi sur Insta et montre-moi ta photo. Envoie une photo. Envoie des nudes. Non, je rigole. Mélissa, putain. Ah là, putain, si, je crois que je connais. Mais à Saint-John-Perse? Si, je crois. Envoie-moi un message sur Insta et ne donnons pas trop d'informations. Je vais pas te donner toutes les informations ici. Attention. Hein. J'ai des haters s'ils viennent me voir de temps en temps. On va éviter de. Mais vas-y, écris-moi. Je suis sûre que, en vrai, tu le verras. Moi et les noms, ça fait 600 000. Et j'oublie tout. Et en plus, je commence à avoir de l'Alzheimer alors que j'ai 30 ans. Putain, retrouvailles avec les potes du lycée, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, on continue. Moi, quand j'ai quitté mon ex, il m'a dit que je devais lui verser une partie de l'héritage de mon père. Mais c'est génial! Que je venais de toucher. Il avait largement profité de tout ce que j'avais touché avant. J'ai presque tout perdu. Mais vous étiez mariés quand tu as hérité? Je sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, quel énorme fils de... En plus, ton père est mort, quoi. C'est pas comme si tu avais eu de l'argent au loto ou tu les avais gagnés d'un... Hein, c'est de l'argent que tu as déjà. Franchement, quand tu touches de l'argent suite à un décès, cet argent, tu as l'impression qu'il est sale. Pas sale, mais vous avez compris ce que je veux dire. T'as l'impression qu'il est... que déjà que tu le mérites pas et que limite, on te paye parce que tu as perdu quelqu'un, quoi. Franchement, c'est horrible. C'est la pire manière de gagner des sous. C'est ça. L'héritage est personnel normalement. Ah ben en plus, mais comment t'as tout perdu alors? Si légalement il avait pas de droit dessus? Un chien. Franchement, oui, un chien de la casse là. L'héritage est séparé, même si les deux sont mariés avec communauté de biens. Je viens de voir le cas avec mes parents. Très bien, ben écoute, je serai au courant, je savais pas. Je savais pas du tout. Mais pas légitime, ok. Ok. Fais gaffe, c'est peut-être Cédric qui se fait passer pour Mélissa. Oh non, merde, il va me retrouver. Même marié, ton conjoint a aucun droit sur ton héritage. Ok, d'accord, je savais pas. Ben écoute, je comprends pas du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, totalement, tu te sens pas légitime car c'est pas toi qui as bossé dur. Ouais, déjà, c'est de l'argent que la personne a gagné et puis tu l'as suite à un décès, quelqu'un est mort. Donc ouais, c'est horrible. C'est horrible, c'est vraiment, c'est de l'argent. En fait, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disputent pour de l'héritage, etc. Mais moi, personnellement, c'est vraiment de l'argent pour lequel j'ai envie le moins de me disputer. Hein, même si tu as des droits et tout, franchement, il y a quelqu'un qui vient de mourir, donnez-le à quelqu'un si vous voulez même. Un chien, les animaux sont innocents, un homme, c'est suffisant. C'est pas faux. J'ai touché la majorité avant ma séparation. Il m'a emmené à presque tout dépenser pour notre projet de bateau. Il a juste essayé de me pousser à lui donner encore plus. Ah, d'accord. Ok, en te faisant culpabiliser, d'accord. Ok, légalement, il savait qu'il n'y avait pas droit, mais du coup, il t'a fait raquer, quoi. Putain, mais je suis ravie et heureuse d'entendre que c'est ton ex. Je suis en joie.
Et tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu as peut-être dépensé l'argent pour le projet bateau, etc. Dis-toi que tu as investi ces sous pour aujourd'hui être tranquille et être là où tu en es aujourd'hui. Voilà. Le vois pas comme une perte, vois-le comme un gain parce qu'aujourd'hui, il est sorti de ta vie. Voir le bon côté des choses parce que putain de merde. Allez, on continue, les amis. Donc, j'en étais où? Putain, on est parti sur un sujet d'héritage. Mais c'est très bien, c'est très bien. Comme ça, c'est important. En plus, c'est vraiment ce genre d'affaires. On rentre vraiment des fois dans des détails et ça nous permet de voir aussi les red flags, les trucs, les machins. Et ça nous permet voilà, de faire de la prévention parce que en fait, souvent on est là, tout est beau, tout est rose, c'est l'amour. Ah, trop bien. Oui, oui. Faut faire attention quand même. Si on ne prend pas l'héritage, c'est l'État qui se servira. Ils sont toujours là, eux. Hein. Putain de merde. Allez, on continue. Plusieurs saisies sur salaire sont effectuées sur le compte de Delphine pour tiers détenteur. Donc elle retire la procuration de son mari. Il espère encore que son épouse va revenir vers lui comme il le confie à la meilleure amie de cette dernière. Ah, il a dit à la meilleure amie de Delphine qu'il espérait un retour possible. Mais constatant qu'elle est de plus en plus distante et qu'elle souhaite divorcer, il profère des menaces de mort à son encontre devant plusieurs personnes. On y est. Nous y est. Nous y est. Même pas caché devant plusieurs personnes. Ça veut dire que une personne, on pourrait dire peut-être elle ment. Plusieurs personnes. Nous y fûmes. Nous y est, nous y sommes, nous y fûmes. C'est très malin ça. C'est Cédric. Voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter, les amis. C'est Cédric. C'est malin? Non, non. C'est Cédric. Red flag? Non. Black flag. C'est le black flag. C'est très dur à dire. Black flag. C'est bon, je l'ai. Il me faudrait, vous savez quoi? Il me faudrait des... Bon, là, j'ai le violentomètre ici. Il me faudrait des drapeaux rouges, là. Je vais en commander, vous savez quoi? Je vais voir si je trouve ça. Est-ce que te menace de mort, il y est? Oui, bah oui, il y est. Menace de diffuser des photos intimes de toi, non, c'est pas ça. Te menace avec une arme? Ça peut être considéré menace de mort, quoi. Attendez, est-ce que vous voyez, là? Te menace devant tes proches. Non, mais nous y est, les amis, que voulez-vous? Putain, j'ai envie de me manger du chocolat parce que là, je vais faire une syncope, là. En équité, en menace, sa femme, ça ressemble à un schéma bien connu, non? Ouais, je crois que c'est le schéma qui se passe pendant les féminicides, je crois. Non, c'est pas ça, c'est... Non, c'est pas ça, c'est les étapes de la Ligue des Champions, en fait, ça n'a rien à voir. N'importe quoi, putain. Une question, pourquoi Cédric n'a pas essayé de planquer les affaires de Delphine s'il voulait faire croire qu'elle était partie d'elle-même? Déjà, je pense que, vu le peu de temps qu'il avait, vraiment, tout s'est passé très vite cette nuit-là, hein, vraiment. Donc, et puis même, faire disparaître un corps, déjà, c'est une chose, mais faire disparaître des vêtements aussi, sachant que toute la ville allait être fouillée, qu'il n'avait pas forcément le temps. Bon. Blacklist plutôt, Miss Reddington. C'est vrai que alors Cédric, pour le coup, je le mets dans ma blacklist en tant que Pippa Reddington, en tant que Reddington, je le mets sur la blacklist. Pas des criminels les plus recherchés par le FBI, mais des hommes les plus détestés par la communauté, par la team. Ah là 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 là. Le gars coche toutes les cases de l'avant-féminicide, exactement. Nouvelle expression, tu nous as fait une Cédric. De fou. Ah là 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 là. Daval recherchait l'attention en jouant au pauvre petit garçon fragile. Cédric, en étant vantard, c'est le narcissique vulnérable et le narcissique mégalo. Tout à fait. On continue donc, menace de mort. À sa mère, 15 jours avant la disparition, il déclare « Je te jure, maman, je vais la tuer. Je vais l'enterrer. Et personne ne la retrouvera. » Il tient le même genre de propos à 2 autres personnes. Je crois qu'on a le bingo. Vous vous rappelez, on avait fait un bingo avec tous les red flags et tout. Là, c'est le bingo d'avant féminicide. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui l'avait fait, le bingo. On devrait avoir faites un bingo avant féminicide, s'il vous plaît. Avec les vrais éléments, les vrais stats, tout. Hein.
On est dans le noir. On n'est même plus dans le rouge, les amis. On n'est même plus dans le rouge. L'enterrer, donc elle n'est pas dans le mur. Moi, je pense qu'elle est dans une mine. D'ailleurs, finalement, Pipa n'a pas changé de pseudo. Ouais, il me plaît bien celui-là, je vais rester comme ça. Si vous voulez que je change, je peux changer, mais j'ai peur de vous choquer. Enfin, de vous choquer. De vous... Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui change. Qu'est-ce qui se passe? Daval a craqué quand sa belle-mère lui a demandé de dire la vérité. Il avait une lueur d'humanité. C'est très compliqué de mentir devant les proches. Hein. Mais là, devant ses enfants, il a même pas... Franchement, moi, ça, c'est pas possible pour moi. Pour moi, il ne va pas craquer par rapport à ça. Impossible. Continuons, les amis. Donc, je te jure, maman, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera. Le gendarme détaille la dernière journée où Delphine a été vue vivante, le 15 décembre 2020, et s'attarde sur les déclarations de leur fils, Louis, qui assure avoir été témoin d'une scène de lutte et d'empoignade entre ses parents. D'empoignade. Il rappelle également qu'une voisine très proche du couple a entendu très distinctement les cris d'une femme accompagnée d'aboiements de chiens alors qu'elle était sortie fumer une cigarette dehors. Sa fille qui la rejoint entend les mêmes cris de femme de peur de quelqu'un qui n'arrive pas à reprendre son souffle, sa respiration. Ces cris auraient eu lieu autour de 23h. À 23h48, le téléphone de Delphine Jubilard revit jusqu'à minuit 7. Il quittera définitivement le réseau à 7h48. Et à 7h49, Cédric Jubilard appelle la gendarmerie pour dire que le téléphone de sa femme ne sonne plus. De manière exceptionnelle, le téléphone de Jubilard, Cédric Jubilard, a été mis hors tension et ne se rallume qu'à 3h53. Contrairement à ses habitudes, il ne navigue pas sur le net comme il a l'habitude quotidiennement, notamment sur des sites pornographiques, relève le gendarme. Donc la nuit où elle a disparu, il a éteint son téléphone jusqu'à 3h53. Alors que d'habitude, il avait l'habitude de se pignouf sur des sites. Olé olé. Tellement louche, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, il y a beaucoup d'éléments là. Là, on est dans le vif du sujet de pourquoi ils l'ont placé en détention provisoire. Hein. Moi, c'est ça que je voulais voir. Le pourquoi du comment, pourquoi il a été suspecté, pourquoi aujourd'hui il est en procès. Aïe, 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 aïe. Bernard Lorvelec rapporte un comportement ambigu de l'intéressé qui, le soir de la disparition, quitte le domicile conjugal avec ses enfants. Et il n'avait pas attendu le retour de sa femme, relève le gendarme. Au gendarme primo-intervenant de la nuit du 15 au 16, il se lamente. Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'elle n'est plus là? Au cours des recherches du 16 au 17, il ne cherche que le corps de sa femme. Et il présume donc qu'elle est déjà décédée. Donc en fait, dans son discours, dans son comportement, il est là pour chercher le corps. En fait, pour lui, elle est déjà morte, quoi. Il avait pas d'espoir qu'elle soit en vie. Alors que normalement, ta femme a disparu, tu veux pas retrouver son corps. Tu veux d'abord la retrouver elle. Peut-être qu'elle est séquestrée, peut-être qu'elle est kidnappée, peut-être qu'elle est juste partie. Les téléphones, ça trompe pas, c'est vrai. Surtout qu'on a des habitudes sur les téléphones. On a tous le téléphone, c'est une extension de nos bras. Donc, bon. Merci beaucoup, Loli, pour le sub. Merci pour ton premier mois d'abonnement. Il manquait le porno. Tiens, on l'avait pas vu venir. Bah si, moi je l'ai vu venir, je vous en ai parlé hier. Parce que ça disait, ouais, Delphine avait de la lingerie et tout. J'ai dit, mais est-ce que Cédric il regardait du porno? J'ai la réponse. C'est trop suspect, on n'éteint jamais son tel de base. On l'éteint jamais, ça n'arrive jamais. C'est tellement rare, on le met tout le temps à charger. Carrément, des fois, on le charge, on l'utilise en même temps. Enfin, c'est... It's so suspect. It's suspicious. Demain, ça va être énorme avec les relevés GPS. J'espère. Le crime parfait, ouais. C'est pour ça, c'est pas forcément le crime. De toute façon, ce serait le crime parfait, il n'aurait pas été suspecté. Hein. Et il serait pas en procès aujourd'hui pour le meurtre de sa femme. Hein. Donc on dit le crime parfait, mais enfin, il est pas si parfait que ça, son crime. Hein. Trop de choses l'accusent, mais sans corps, dur de le démontrer. Bah, franchement, là, moi, je trouve qu'il y a des éléments qui, quand même, sont très sont concordants, quoi. Pour se forger une certaine conviction. Je suis en train de me forger ma conviction, là, moi, je vous le dis. Du coup, il monnaie les photos de sa maison, se définit lui-même comme un putaclic. Tiens, putain, le boomer, quoi. Dès mi-janvier, il fréquente d'autres femmes. Putain, elle a même pas disparu depuis 1 mois. Toi, tu romps avec ton copain, tu mets 6 mois à t'en remettre, frère.
Il énumère les propos rapportés par un co-détenu lors de l'incarcération de Cédric Jubilard. Ça y est, je commence à fatiguer. Ce dernier lui aurait donné beaucoup de détails sur le moment qui l'aurait mené à tuer son épouse. Il a expliqué qu'il a pris le téléphone de sa femme, a vu le message de l'amant, a pété un plomb et s'est débarrassé du corps. Il a dit qu'il savait où l'enterrer avant les faits. De toute façon, il a dit à tout le monde qu'il allait la tuer avant. Donc, il a dû repérer, hein. Relate le gendarme, précisant que ces déclarations remontent en septembre 2021. Plusieurs détails que rapporte le détenu ne figurent pas dans la presse s'il n'a pas pu les inventer. Ok, donc en fait, le co-détenu, il avait des détails que personne ne savait dans le public, parce qu'ils ne sont pas apparus dans la presse. Donc Cédric lui a avoué ces choses-là, quoi. Objectivement, l'ensemble de ces éléments tendent à démontrer son implication, conclut le directeur d'enquête. Mais écoutez, franchement, ce directeur d'enquête, il m'a un petit peu plus forgé mon opinion, hein, je vous le dis. Hein. À l'issue des 2 heures d'exposé extrêmement détaillé, il achève par un mot pour Delphine Jubilard. Au terme de cette enquête, il nous est apparu que cette maman radieuse, pleine de vie et pleine de projets, avait des opportunités qui s'offraient à elle. Il n'en serait rien. Merci beaucoup Bernard, tu es un monstre, je te le dis. L'audience est suspendue avant les questions des différentes parties. On reprend. Pierre Aurignac, avocat général, lui demande quel a été l'impact de la médiatisation sur l'enquête. La difficulté est que certains journalistes d'investigation se trouvaient parfois très près de notre niveau d'information, pointe Bernard Lorvelec. Ce dernier explique que la piste du mari est forcément prise en compte dès le départ de la disparition. Pourtant, à son arrivée au domicile du couple le 17 décembre 2020, l'hypothèse de Cédric Jubilard lui semblait invraisemblable. À ce moment-là, malgré toutes les recherches, il n'y a pas eu de découverte du corps, mais bien entendu, il n'est pas possible d'être exhaustif, souligne l'avocat général. Le directeur d'enquête parle de Cagnac-les-Mines comme d'une zone inépuisable pour la recherche d'un corps incroyable. La terre bouge où que ce soit, plus particulièrement sur Cagnac-les-Mines. Nous avons découvert une faille qui s'ouvre régulièrement en face de l'ancien Intermarché. Précise Bernard, on ne sait pas c'est où parce qu'on n'est pas de la région, hein, les amis. Le corps de la victime pourrait peut-être se trouver dans l'une d'elles. Pour caractériser un meurtre, il faut que la personne soit décédée. Quels éléments avez-vous découvert qui vous permet de démontrer que Delphine Ossaguel est décédée, interroge Nicolas Ruff, l'autre avocat général. Et il utilise le nom de jeune fille de la victime. C'est vrai, il n'a pas dit Delphine Jubilard, il a dit Delphine Ossaguel. Elle n'a jamais donné le moindre signe de vie à personne, ni famille, ni ami, répond simplement le directeur. Les enquêteurs se sont considérablement appuyés sur les écoutes téléphoniques des proches du couple. Vous rentrez dans la vie des gens, tout le monde parle au téléphone, expose sa vie privée, sa vie perso. Et nous nous abreuvons de ces informations, détaille le gendarme. L'avocat général insiste sur le fait que l'immense majorité des gens affirment que Delphine Ossaguel ne promenait pas les chiens dans la nuit. Cédric Jubilard, lui, prétend le contraire. L'avocat général note que le directeur d'enquête a fait réaliser 2 procès-verbaux à des dates distinctes du témoignage des voisines concernant les cris entendus par la mère et la fille la nuit des faits. C'est presque une preuve de transparence, relève le magistrat. Le vice-procureur s'arrête sur la fameuse couette dans laquelle les enquêteurs ont imaginé que Cédric Jubilard avait pu transporter le corps de sa victime. Rien de probant n'a été retrouvé dessus. Mais, souligne-t-il, même si du sang avait été retrouvé, ça n'aurait sans doute pas suffi à prouver quoi que ce soit. Le gendarme acquiesce. S'il n'y a que quelques gouttes, on n'aurait en aucun cas pu être formel sur une scène de lutte, affirme celui-ci. L'avocat général lui demande de décrire le comportement qu'a eu Cédric lors de la garde à vue du 16 au 18 juin 2021. Il va rester de marbre, lâche le gendarme à la barre. À un moment, vous intervenez quand même, rapporte l'avocat général. Au cours d'une garde à vue de ce type, il est courant, voire systématique, qu'un cadre d'enquête intervienne, notamment quand la personne nie tout, même les évidences, explique Bernard Lorvelec. Ce n'est pas pour vous une manière de lui mettre la pression, demande l'avocat général. Non, c'est une manière de procéder tout à fait classique, affirme le directeur d'enquête. Tous les gens qui étaient sur le relais téléphonique de Cagnac-les-Mines ont été entendus. Mais on a également vérifié qu'ils n'avaient pas de lien avec Delphine Jubilard, précise le gendarme, répondant à une question de Laurent Boguet, avocat de partie civile. L'avocat soulève un point intéressant. Il note que Cédric Jubilard a déclaré avoir sorti les 2 charpés du couple peu avant 22h et affirme que son épouse aurait fait de même plus tard dans la soirée. Ils sont terribles, ces chiens, s'amuse l'avocat avec ironie. En gros, il les a déjà promenés, pourquoi il les a repromenés, quoi. L'avocat Pauline Rongier, toujours côté partie civile, lui demande quel message a laissé Cédric Jubilard à sa compagne dans les heures qui ont suivi la disparition. Il envoie plusieurs messages à sa femme comme « Lol, tu réponds pas ?»
Et le dernier message qu'il laisse sur son répondeur est ambigu. On s'aperçoit qu'il n'attend rien, décrit le... Mais j'aimerais bien les écouter, ces messages. Enfin, au moins avoir la transcription. Décrit le directeur d'enquête. Poste d'audience d'1 quart d'heure avant les questions de la défense. L'audience a repris. La présidente demande à l'enquêteur de bien se placer devant le micro car on peine parfois à entendre. Emmanuelle Franck, l'une des avocates de Cédric Jubilard, attaque ces questions. Elle a des dizaines de feuilles étalées devant elle sur tous les bureaux de la défense. Elle regrette d'avoir dû lourdement insister pour avoir accès à l'ensemble des écoutes stockées sur la plateforme nationale des interceptions judiciaires, PNIG, un système d'information du ministère de la Justice. Le gendarme estime qu'il n'est pas responsable de cela. L'avocate livre son plan de questionnement qui s'annonce très long. Éléments de contexte, merci beaucoup pour les cheers. Éléments de contexte, éléments présentés comme étant à charge, autre piste et considération générale. On entre donc dans la partie numéro 1. Les éléments de contexte. L'avocat constate que l'enquête n'a pas interrogé l'avocat de Cédric Jubilard pour la procédure de divorce, mais celui de Delphine Jubilard, c'est lui qui lui annonce que celle-ci souhaite divorcer un divorce à l'amiable. Elle dira même qu'elle envisage une garde alternée, ajoute l'avocate. Maître Franck essaye de montrer que Cédric Jubilard se projetait sur le divorce dès novembre, alors que les enquêteurs affirment qu'il n'acceptait pas le divorce. Il préparait une procédure à l'amiable et cherchait à s'acheter des meubles, observe-t-elle. Cherchait aussi à la tuer et à l'enterrer dans le jardin. Enfin, bref. Les démarches au niveau des avocats n'étaient pas finalisées. Monsieur Jubilard évoquait surtout une colocation avec son épouse parce que les frais étaient trop importants, ce qui permettait à Monsieur Jubilard d'avoir toujours un œil sur son épouse, rétorque le gendarme. L'avocat note que son client va sur Mythique le soir de la disparition de son épouse. Il envoie des messages à des femmes et se présente à l'une d'elles comme un père en garde alternée. Les filles, sur Mythique, si on vous dit je suis un père en garde alternée, sachez que madame, elle est toujours là dans le salon sur le canapé. Du coup, montrant toujours qu'il aurait accepté la situation. Cédric Jubilard ment à sa femme. À aucun moment, il n'y a de garde alternée à ce moment-là, constate à cette femme, pardon, pas à sa femme. À aucun moment il y a une question de garde alternée à ce moment-là. Alexandre Martin, merci beaucoup pour les cheers. Cédric, arrête de mentir, je te jure, que il ment lui, que il ment. Amen, amen. Alexandre Martin, son confrère, prend le relais. Avez-vous recueilli son témoignage faisant état des violences sur la personne de Delphine, lui demande-t-il. Je n'ai jamais évoqué qu'il effectuait des violences sur son épouse, répond le gendarme. Effectivement, sujet écarté. Nous n'avons aucune trace de quelque violence que ce soit sur 500 témoignages, estime l'avocat, omettant celui de la cousine de Delphine Jubilard à qui celle-ci aurait confirmé que son mari avait levé la main sur elle. Les avocats de Cédric Jubilard essaient de casser l'image du mari jaloux, possessif qui a été montré de lui en essayant de faire dire aux gendarmes qu'il ne cherchait pas non plus que ça à la surveiller. Bernard Lorvelec estime au contraire qu'il a cherché à plusieurs reprises à piéger son épouse concernant son amant pour obtenir un divorce pour faute. Vous confirmez que les lunettes de Delphine... Putain, l'enfoiré. Vous confirmez que les lunettes de Delphine avant la nuit... Mais franchement, c'est fou, mais laisse-la partir, quoi. Garde alternée, canapé partagé, ouais, de fou. C'est fou. Hein. Je m'interroge sur le fait que personne ne s'inquiète du fait qu'il ait pris le risque de laisser ses enfants seuls chez lui. Le gars, mais vous voyez bien qu'il s'en fout de ses enfants, quoi qu'il arrive. Franchement, moi, c'est pas le truc qui m'étonne le plus. Hein. C'est vrai que sa fille, elle avait 18 mois, elle était vraiment très petite, quoi. Merci beaucoup, Anne, pour le super chat. Merci beaucoup. Vous êtes des amours. Continuons. J'étais lancée là, les amis. Donc on confirme. Ok, vous confirmez que les lunettes de Delphine, avant la nuit de sa disparition étaient déjà cassées, affirme l'avocate. Oui, elle présentait des marques de rupture. Concède-t-il. L'avocate précise que Louis a mis des croix à l'endroit où la monture était cassée sur une photo à la demande des enquêteurs. Comment tu sais qu'il s'en fout de ses enfants ? Va là-bas, écoute, va là-bas. Je sais pas. Fallait être là avant, en fait. Tu aurais vu comment il parle de son fils qui s'interroge juste où est sa mère et qu'il se place en victime, qu'il se victimise même quand ses enfants ne lui écrivent pas et que du coup, il en a rien à foutre d'eux et il en a rien à foutre que sa fille lui dise papa, je t'aime et où est maman, par exemple, tu vois. Qu'il a aucun mot pour eux, il n'a pas eu une seule phrase pour leur dire qu'il les aimait, qu'il n'allait pas les abandonner, que quoi qu'il arrive, il serait toujours en quête de la vérité, que quoi qu'il arrive, il essaierait toujours de trouver leur maman et qu'il se joignait à leur douleur, même s'ils allaient se séparer parce qu'ils avaient perdu sa maman. Donc là, tu vois, quand j'ai pas tout ça, oui, j'ai l'impression qu'il s'en fout de ses enfants, oui. Par exemple.
par exemple. On peut continuer ? Allez. Ça, vraiment, ça m'a fait pleurer. Ah, mais moi, j'ai pleuré devant vous. Hein. J'ai pleuré devant vous. Franchement, c'était... Non, je connais pas l'affaire, mais tu penses pas que l'on essaye de le salir aussi ? Mais en fait, si tu connais pas l'affaire, ne viens pas remettre en question quelque chose qu'on a déjà vu. Tu as une playlist qui s'appelle Affaire Jubilard. Et jour 1, jour 2, là, tu as 2 heures. Tu as plus de 2 heures, mais tu as presque 3 heures de vidéo si tu veux savoir tous les détails. Et c'est comme ça que tu comprendras pourquoi on estime qu'il s'en fout de ses enfants. Voilà. C'est même pas on estime, c'est son comportement qui le dit. Au bout d'un moment, on va pas dire qu'il les aime et qu'il les adore, alors que tout dans son comportement prouve le contraire. Allez. Continuons. Donc, elle remarque que ces lunettes sont restées longtemps de côté à la gendarmerie. C'est un élément essentiel aujourd'hui, mais qui, pendant 1 an et demi, n'intéresse pas les services d'enquête, pointe Emmanuel Franck. Elle déplore le fait que les enquêteurs n'aient pas cherché le boîtier de lentilles de Delphine Jubilard. Si, en l'ouvrant, il n'y avait plus les lentilles à l'intérieur, on aurait pu se demander si elle n'avait pas mis ces lentilles pour sortir, estime-t-elle. Cédric Jubilard reconnaît que sa femme avait l'habitude de se garer capot vers le haut, sauf quand elle rentrait directement de l'école, ce qu'elle aurait fait, selon lui, le 15 décembre 2020. Ce qui expliquerait, selon la défense, pourquoi les enquêteurs ont retrouvé le véhicule capot vers le bas le 16 décembre 2020. Eux estimaient que cela montrait que la voiture avait bougé durant la nuit, s'appuyant sur les témoignages des voisins. D'autres personnes témoignent comme quoi c'est un très bon père. Mais c'était un très bon père. Tu vois, c'est génial que tu dises c'était au passé, en fait. Tu veux que je dise quoi ? Que Cédric Jubilard, aujourd'hui, à ce jour, est un bon père pour ses enfants ? Tu veux que je dise ça ? Je peux te mentir, hein. Si ça vous fait plaisir, je peux vous mentir. Mais ce sera un mensonge. Et honté. Cédric Jubilard est un bon père pour ses enfants. C'est bon ? T'es rassuré ? Il les adore, il les kiffe, il les protège. Il leur donne les réponses qu'il faut. Il pense à eux. Quand il parle, il pense à eux, il ne se victimise pas. Il sait que c'est eux les victimes. Et pas lui. Merci beaucoup, Hyperlucide, pour le super chat. Et oui, ce serait... likez et boostez la vidéo après quand je vous la mettrai sur YouTube. Et s'il était innocent, qu'est-ce que t'en penses ? mais en fait, regarde, là, je parle pas de sa culpabilité dans le meurtre de Delphine Jubilard. Osagel, j'ai commencé à l'appeler par son nom de jeune fille, moi aussi. S'il est innocent de son meurtre, peu importe. Le comportement qu'il a aujourd'hui envers ses enfants, il est honteux. Tu peux pas me faire dire le contraire. Et tu peux pas toi-même dire le contraire. Cite-moi un moment depuis le début du procès, ça fait 3 jours qu'il est en procès, où il a eu un mot pour ses enfants, où il s'est joint à leur peine, où il s'est joint au flou dans lequel ils sont aujourd'hui. Un seul mot. Il est scruté par les médias. On est littéralement en train de lire, mot par mot, tout ce qui s'est passé. Chaque jour. On sait ce qui se passe. On sait ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est de la merde. Pour ses enfants, en tout cas. S'il est innocent, soit. Je suis la première à dire, j'espère qu'on ne va pas envoyer un innocent en prison. Mais ces enfants, tu ne peux pas dire le contraire. Dis-moi le contraire. Prouve-le-moi. J'ai le droit de poser des questions ou pas ? Tu ne peux pas poser des questions sur le ton d'un reproche en disant « Mais attends, mais c'était un bon père, je sais pas quoi ». On a vu que c'était pas un bon père pendant le procès. Moi, je m'en bats les couilles de ce qu'il faisait avant. Ces enfants, ils ont perdu leur mère, putain. Réfléchis. Il a un comportement honteux. Et je ne parle pas de la culpabilité qu'il a dans le meurtre de cette femme. Je parle du comportement qu'il a envers ses enfants. Mais moi, ça m'a fait pleurer quand ils ont dit « Où est passée maman, papa, je t'aime ». Il a pleuré, lui, il a dit quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, quand la présidente lui a demandé de prendre la parole, est-ce qu'il a eu un mot pour sa fille qui lui a dit « Papa, je t'aime ». J'aimerais rajouter « Ma fille, ma petite Elia, je t'aime ». Il a dit ça ? Non. Il a dit « Je suis discriminé ». Voilà, c'est ça qu'il a dit. Oh, c'est fou. C'est fou. Prouve-moi le contraire. Et je le dirai avec plaisir. Comme j'ai pu dire, et j'ai eu de l'empathie pour Cédric Jubilard, quand il a parlé de son enfance. J'ai de l'empathie pour l'enfant qu'il a été et la maltraitance qu'il a subie. J'essaye d'être le plus juste possible. Et je sais l'être.
Un cauchemar pour ses enfants. Exactement. Exactement. C'est juste pas... C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais quand même reconnaître quand quelque chose est bien, quand quelque chose est mal. Sinon, mettez-moi à Sainte-Anne, j'en sais rien, moi. Allez, bon, vas-y, on continue parce que ça m'a saoulé. Cédric Jubilard reconnaît que sa femme donc avait l'habitude de se garer. Ok, ce qui expliquerait son nanana, ok. Alexandre Martin prend le relais. Le rythme est soutenu. Le directeur d'enquête fait face à un feu roulant de questions. Il n'articule pas toujours dans le micro. On lui demande parfois de répéter. Le gendarme est entendu depuis 13h15 avec 2 petites pauses. L'avocat revient sur les cris relatés par les voisines. Une mère et sa fille assurent que leur déposition a évolué. Au départ, celle-ci aurait parlé de cris d'une femme tentant de séparer des chiens qui aboient et ne se serait pas inquiétée plus que ça. Puis l'avocat assure que ces cris seraient devenus lors d'une deuxième déposition des cris de femmes apeurées. Le gendarme dit ne pas se souvenir de cette évolution. Les cris seraient évoqués ultérieurement à l'audience dans le cadre d'une expertise spécifique. Ok, donc on va reparler des cris. Il n'est pas innocent, il a frappé sa femme. En plus, le pire, c'est qu'il dit c'était un bon père. Mais frérot, il maltraitait ses enfants. Il les mettait à genoux sur... son fils. Il mettait à genoux sur des Legos. Il a été violent envers ses enfants. Excuse-moi, ça, c'est pas être un bon père. Hein. Tu peux être qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Si t'es violent avec tes enfants, si tu les maltraites, tu n'es pas un bon père. Donc même au passé, tu peux même pas le conjuguer au passé, le bon père. On continue. Donc l'écrit sur un... Ok. Emmanuel Franck, qui pose d'autres questions, estime que Bernard Lorvelec répond à côté de ses interrogations et le coupe, ce qui agace les bancs des parties civiles. Baisse d'un ton, lance l'avocate de la défense en s'adressant à... Ouh, putain, et l'avocate de Cédric Jubilard, elle est vénère, hein, en s'adressant à un avocat face à elle. L'avocate questionne le gendarme sur les auditions des 65 personnes du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAIS, qui ont été identifiés comme figurants dans un rayon de 50 km du domicile de Cagnac-les-Mines la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Elle considère leur alibi la nuit de la disparition, qui sont purement déclaratifs, et regrette qu'il n'y ait pas du tout de vérification derrière. Le gendarme assure qu'il y a eu des vérifications téléphoniques de chacune de ces personnes et aucune ne déclenche de relais à Cagnac-les-Mines le soir de la disparition. Elle ne voit aucun procès verbal en procédure qui fait état de ces vérifications élémentaires. Lui maintient que oui. Non, ça ne marche pas comme ça. S'il y a vérification, il y a un PV, lâche-t-elle agacée. L'avocate se penche sur le cas d'un criminel condamné pour viol avec acte de torture et de barbarie, dont la caravane se situe à environ un quart d'heure de voiture du domicile des Jubilards. Les enquêteurs affirment que l'homme a dit qu'il dormait chez sa femme. Putain, le mec, il a quand même... Il a été condamné pour viol, acte de torture et barbarie, et il a une femme. Waouh! J'espère qu'il s'est soigné. Hein. Mais ils n'ont pas demandé à celle-ci et ils s'assurent que la localisation de son portable le dédouane. Mais d'après l'avocate, ils se sont trompés d'horaire et ont regardé le relevé de 1h PM et pas 1h AM. Ok. Donc, ils ont regardé 13h, ils n'ont pas regardé 1h du matin, quoi. Mais enfin... Ok. Elle aborde ensuite le cas d'un autre homme qui était en procédure pour des faits d'inceste. Entendu par les enquêteurs car suspect, elle note que son téléphone n'était pas géolocalisable pile poil la nuit des faits car il aurait changé de carte SIM. D'accord. Sa compagne a ensuite interrogé et pendant cette audition, il a cherché sur son ordinateur. Risque d'un faux témoignage. Le gendarme estime qu'il était sans doute plus stressé par ses démêlés avec la justice à cause des accusations d'inceste. Cet homme connaissait Delphine Jubilard et l'avait draguée. L'homme qui a été accusé d'inceste, mais il n'avait pas son numéro. L'avocate estime qu'il aurait pu échanger avec elle par Messenger. Oh mon Dieu, putain, faites gaffe avec qui vous parlez, putain. Elle s'étonne également que le directeur d'enquête ne se soit pas penché sur le fait que Delphine Jubilard aurait pu rencontrer d'autres hommes que son amant, d'autant qu'elle a loué un véhicule pour se rendre dans la commune de L'Isle-sur-Tarn. Les éléments d'enquête montrent que la seule personne avec qui elle avait une relation était son amant, insiste l'enquêteur, mais vous n'en savez rien, lance l'avocate, pointant qu'il n'a pas cherché à investiguer sur d'autres hommes qu'elle aurait rencontrés. Elle évoque un certain Clément qu'elle aurait rencontré à L'Isle-sur-Tarn, mais on ne sait pas dans quel contexte. L'avocat estime que cette piste aurait dû être davantage investiguée. Les avocats de la défense abattent leur dernière carte. Emmanuel Franck relève que le livret de famille des Jubilards a été retrouvé sur la voie publique en juillet 2021 par une femme. Ça ne vous intéresse pas d'interroger cette femme, demande-t-elle ulcérée.
Le gendarme semble hébété, ne se souvient manifestement pas de ce point. Excusez-moi, mais une femme disparaît, son livret de famille est retrouvé sur la voie publique, ou je ne sais pas où, par quelqu'un dont on ignore l'identité, quasi 7 mois plus tard, et on ne fait pas de prélèvement d'ADN dessus, insiste l'avocate estomaquée. Elle estime par ailleurs qu'elle n'a pas assez exploité la piste de l'amant et de sa compagne qui venaient d'apprendre qu'il allait la quitter. Ils ont été entendus par les enquêteurs et leurs téléphones ont été étudiés. Mais il n'y a pas eu de perquisition à leur domicile et la voiture de la compagne n'a pas été analysée, pointe l'avocate. Elle s'étonne que l'amant de Delphine Jubilard n'ait pas été interrogé sur une application sadomasochiste qu'il possédait sur son téléphone et qui se nommait Dirty Tinder et qui relève du Darknet selon elle. Ah, ça c'est l'amant qui était sur ce genre de site, très bien. Très bien. Elle s'agace également du fait que le troisième correspondant privilégié de l'amant de Delphine était une femme qui semblait manifestement être sa maîtresse et que les enquêteurs omettent de le préciser au dossier et surtout n'interrogent pas cette dame. Ok, donc il avait une autre maîtresse. L'accusation monte d'un cran. L'avocate montre écoute téléphonique à l'appui qu'un enquêteur du dossier a parlé à des proches de Delphine Jubilard en donnant son avis sur l'accusé. Bernard Lorvelec reconnaît et affirme qu'il a été éjecté de l'enquête. J'ai manqué à la fin de cette audience car la retransmission a été coupée pendant les 15 dernières minutes. L'audience est suspendue jusqu'à demain matin 9h. Les avocats de la défense sont cernés par les caméras et débriefent leur audience. Mais très bien, on n'aura pas les 15 dernières minutes de l'audience, mais écoutez, ma foi, on a quand même pas mal d'éléments aujourd'hui. C'était riche en informations. Hein. Riche en informations. S'il a été violent avec ses enfants, là d'accord, mais il faut avoir la source. Mais la source, comme quoi il a été violent avec ses enfants, c'est Cédric Jubilard lui-même. Donc à partir de là, je sais pas. Je sais pas. Tu veux lui dire qu'il ment lui-même ? Nouveau possible coupable. Bah après, je pense que s'ils ils sont pas allés plus loin, mais c'est vrai que le mec là qui a été accusé d'inceste ou condamné pour inceste, je sais plus, accusé ou condamné, que je dise pas n'importe quoi. Ah, il était en procédure pour des faits d'inceste. Voilà, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et il était suspecté aussi pour dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Mais bon, après, s'ils sont pas plus penchés que ça, c'est que y avait peut-être des éléments qui innocentaient, quoi. Si tu aimes ta femme et tes enfants, tu finis ta maison. Mais oui, tu construis un château, un palais, tu construis le Taj Mahal. Taj Mahal, c'est un homme qui l'a construit pour la femme qu'il aimait. C'est pas beau, ça. Putain, moi, pourquoi personne me construit de Taj Mahal, les amis ? Oh, je mérite pas un Taj Mahal, sans déconner ? Non ? Bon. Et voilà, il focus la défense en invoquant les soi-disant mœurs de Delphine. En fait, moi, je l'ai plus perçu en mode, il y avait d'autres suspects, est-ce que vous avez creusé ou pas ? Mais dans tous les cas, la femme est séparée, quoi. Elle fait ce qu'elle veut, hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Si Cédric était un beau-père, son fils le défendrait, or il croit que son père est coupable. C'est pas faux. L'intime conviction des enfants, c'est vrai qu'elle peut peser dans notre balance afin qu'on puisse se forger notre propre opinion, quoi. Tu mérites 2 Taj Mahal. Merci. Ils sont où ? Tu veux les construire où ? Sud-ouest ? Non, sud-ouest au cas où, là. Un Taj Mahal en Lego ? Mais je te jure, je prends. J'adore les Lego.